Conférence consacrée à l'autosurveillance des systèmes d'assainissement qui fera l'objet de 2 présentations, celle de M. Henri-Noël Lefebvre, qui est chef de service suivi de la dépollution de l'eau à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et Mme Brelot, Élodie Brelot, qui est directrice du GREE, le groupe de recherche Rhône-Alpes sur les infrastructures de l'eau, à qui je laisserai le soin et le plaisir de vous expliquer la nouvelle dénomination que je n'ai pas encore intégrée, mais elle va le faire avec plaisir, je n'en doute pas. Alors, comme vous le savez, les rejets directs d'affluents sur les systèmes d'assainissement collectif sont susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des milieux aquatiques. Et il est donc nécessaire d'améliorer la connaissance des rejets des systèmes d'assainissement pour pouvoir ensuite définir des programmes pertinents de réduction des rejets d'eau usée. Et cette conférence nous permettra justement d'en présenter les enjeux. Vous nous direz, madame, monsieur, comment garantir des mesures fiables pour avoir une bonne connaissance de ces rejets, quels accompagnements techniques et financiers possibles, et vous nous présenterez des exemples de mise en œuvre réussie. C'est l'un des objets de ces conférences que de partager des retours d'expérience et des bonnes pratiques. Ceci étant dit, nous vous donnerons l'occasion tout de suite après ces présentations d'interroger directement nos intervenants. Donc vous pourrez poser, vous n'êtes pas si nombreux que chacun ne pourrait pas s'exprimer. Je pense que c'est tout à fait possible que vous puissiez interroger chacun nos intervenants à l'issue de leur présentation. Donc sans plus tarder, je les laisse s'exprimer devant vous. Et puis vous pourrez préparer au fil de leur présentation vos questions à leur poser en fin de présentation. Monsieur Lefebvre, alors vous avez la télécommande dans l'autre sens, je pense, et flèche de droite pour avancer. Oui, bonjour. Donc je me représente, Henri-Noël Lefebvre. Donc, je suis chef du service du suivi de la dépollution de l'eau à la direction des politiques d'intervention, qui comporte plusieurs services. Et notamment, cette direction est chargée de définir les programmes d'intervention et de les suivre. Et il s'appuie en particulier sur notre service pour avoir de la donnée, et j'en reparlerai assez souvent de la donnée, pour pouvoir bâtir ces programmes et les suivre. Donc c'est important, on verra dans les enjeux. Je commence toujours mes présentations, enfin j'essaye de toujours commencer par une diapo en rappelant l'objectif. On a un objectif à l'agence quand même, c'est le bon état des eaux. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. On a tendance à partir rapidement dans la technique, mais on a quand même un grand objectif. Donc voilà, le sommaire de l'intervention. D'abord, un petit focus sur le contexte réglementaire, parce qu'on vit tous dans un contexte réglementaire, mais là, il est un peu particulier. Un point sur les enjeux, qui va démontrer l'importance de la connaissance des rejets. Ensuite, on attend de nous des moyens pour agir. Alors, on pense souvent à l'agence de l'eau, c'est des moyens financiers, mais pas que des moyens financiers, également un appui méthodologique et technique. Et simplement un petit focus sur une mise en pratique. Donc, pour l'aspect contexte réglementaire, l'autosurveillance est régie par l'arrêté du 21 juillet 2015, en associant un commentaire technique pour les bonnes pratiques, mais cet arrêté repose sur un certain nombre de directives européennes, directive 4 sur l'eau, directive eaux résiduaires urbaines, la directive cadre sur la stratégie des milieux marins, la directive baignade, directive eau conchylicole. Voilà, donc c'est les principales directives. De cet arrêté découle une note technique à la destination des services de police de l'eau en particulier sur l'aspect rejet de temps de pluie. On l'a vu tout à l'heure pour ceux qui étaient déjà présents à la conférence précédente, qui avait quand même pas mal de rejets et qui nécessitait ensuite de travailler sur la gestion des eaux pluviales. Donc là, il y a une note spécifique sur les rejets de temps de pluie et qui travaille sur la connaissance de ces rejets. Donc si on veut définir des actions, donc agir, il faut d'abord connaître, et ensuite sur la réduction des rejets. Donc voilà, essentiellement les rejets de temps de pluie, sachant que des rejets de temps sec, on n'en parlera pas parce que normalement il ne devrait pas y en avoir, en dehors des sorties de stations d'épuration.
Un petit rappel sur le bassin Loire-Bretagne. Bassin Loire-Bretagne, c'est 28% du territoire national, donc qui en fait le plus gros bassin métropolitain. Il faut savoir qu'on travaille sur 8 régions, dont certaines, c'est peut-être un peu anecdotique, mais on a 8 régions, et 36 départements donc sur notre bassin, donc avec une multiplicité d'acteurs et de problématiques. Au niveau encadrement, on a un SDAGE 2016-2021, et notamment qui fixe des orientations, et je parlerai essentiellement là, des objectifs en matière de bon état des eaux. Donc je fais le relais avec notre objectif principal, c'est le bon état des eaux, avec une gouvernance dédiée que vous connaissez peut-être, un comité de bassin et un conseil d'administration de l'agence de l'eau. Donc voilà, un territoire relativement étendu avec des problématiques très diverses. Alors les défis à relever là, pour le 11e programme, parce que j'ai dit qu'on on travaillait sur des programmes, donc 11e programme 2019-2024. Donc l'encadrement directive 4 sur l'eau, bon état des eaux en 2027. Au départ, on avait un objectif de bon état des eaux en 2015, donc avec des dates ultérieures. Le SDAGE 2016-2021, donc qui fixe des objectifs intermédiaires et notamment pour les cours d'eau, 60% des cours d'eau qui doivent être en bon état. Alors la réalité, où est-ce qu'on se situe? On n'est qu'à 26% des cours d'eau en bon état sur le bassin. Donc on voit que, en bon et très bon état. Donc on voit qu'il y a encore énormément de travail à faire donc sur ce bon état. Alors j'avais prévu un petit focus là sur la région dans laquelle on se situe. Voilà, pour montrer qu'on travaille quand même sur des échelles assez restreintes, avec un état des lieux très variable en fonction des départements. Comme vous pouvez voir les couleurs ici, avec le vert et le bleu en bon et très bon état, et le reste sur lesquels il y a quand même une grande marge d'amélioration. Alors, ça c'est bien, on a l'état des eaux, c'est global, mais quel rôle jouent les systèmes d'assainissement là-dedans? Pour nous, les systèmes d'assainissement, les rejets des systèmes d'assainissement, ce sont des pressions subies par les masses d'eau. Alors ce sont quand même des termes un peu... Voilà, pression, qu'est-ce que c'est qu'une pression? Alors c'est vrai que pour chacun, la définition de pression, ça va être très variable. Donc on a les fournisseurs de matériel, voilà, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais peut-être. La pression, voilà, ça se mesure. Donc on a là un appareil pour mesurer la pression. Pour certains, la pression, c'est plutôt ça. Bon, je vais passer rapidement là-dessus parce que ce n'est quand même pas l'objet. Et puis, pour les plus scientifiques, une pression, voilà, c'est une force qui s'exerce sur une surface. Donc ça se rapproche un peu de ce qu'on vit, nous, un rejet sur un plan d'eau, sur un cours d'eau. Donc voilà, je vais garder que cette définition-là. Donc les systèmes d'assainissement exercent des pressions sur le milieu. Entre autres, parce qu'après, il y a les prélèvements d'eau sont des pressions aussi, etc. Mais là, on va se cantonner au système d'assainissement. Pour indication, on est en train de finir de valider l'état des lieux 2019. L'état des lieux 2019, donc on travaille sur... Là, c'est une carte qui représente les pressions plus ou moins importantes de temps sec. Donc voilà, au plus c'est foncé, au plus il y a de pression exercée. De temps de pluie, on a la même carte avec une pression supérieure. Et on voit qu'il y a des secteurs qui sont quand même beaucoup plus critiques que d'autres. Mais voilà, ça sert... les données qu'on va collecter par l'autosurveillance, donc on a parlé de la réglementation. Donc notre travail aussi, nous, c'est de qualifier ces données-là pour apporter des éléments au service de police de l'eau pour délivrer des conformités ou non-conformités des systèmes d'assainissement. Mais on utilise beaucoup ces données-là, et ça c'est important de le dire, pour ce travail sur l'état des lieux, pour définir les actions et notamment les systèmes d'assainissement prioritaires. Il faut savoir que toutes les données qu'on collecte par le biais de l'autosurveillance sont utilisées pour définir ces actions, et ça sera de plus en plus le cas. Je reviens sur les systèmes d'assainissement. Simplement un petit rappel.
Système d'assainissement, c'est de la collecte, donc le système de collecte qu'on voit en haut, et de l'épuration. Donc c'est bien le couple système station d'épuration qui vont apporter ces fameuses pressions sur le milieu. Donc là, on a un rejet de station. On va ajouter des points de déversement, donc des points de déversement en réseau. Donc là, on a de l'eau brute qui se déverse également. On a des points de déversement juste en amont de la station d'épuration. On a des points de déversement en cours de traitement de la station d'épuration. Donc si vous êtes un peu technique, vous entendrez parler des points A1, A2, A3, A4, A5. Bon, c'est du centre, voilà. Mais tout ça, ça apporte des pressions sur notre milieu. Voilà. Et puis on a notre petit poisson qui est content d'être dans l'eau, et voilà, sur les points de rejet. Et il ne faudrait pas que le poisson se retrouve le ventre à l'air, parce que voilà. Donc l'importance de surveiller tous ces rejets et ensuite de réduire l'impact de ces rejets sur ce cours d'eau. Alors quand on dit connaissance des rejets, connaissance, ok, qu'est-ce qu'on met derrière? Avant de connaître les rejets, il faut d'abord pouvoir les situer. Et ça paraît évident, mais on n'en est pas encore au bout. Donc il faut connaître les points de rejet. Deuxièmement, il faut équiper ces points de rejet. On en parlera tout à l'heure par rapport aux appuis qu'on peut apporter sur ce sujet-là. Et puis, bien sûr, c'est ensuite transmettre la donnée pour pouvoir l'utiliser à diverses fins. Donc voilà, quand on parle de connaissance, c'est l'ensemble de ces trois éléments. Alors, si on veut essayer de faire un petit bilan, alors c'est un bilan sur notre bassin, Loire-Bretagne uniquement, sur ces différents points de rejet. Donc, sortie station d'épuration. Alors, les stations d'épuration, l'autosurveillance, ça fait longtemps qu'on en parle. Et effectivement, on est à un bon niveau de connaissance, proche de 100%, un bon niveau d'équipement, proche de 100%, et une bonne transmission de données. Donc, on va passer, mais le plus gros est fait. Mais maintenant, il faut maintenir. C'est pas acquis une fois pour toutes. Les points de déversement en station, donc c'est les 2 points A2 et A5 pour les connaisseurs. On a un bon taux de connaissance, 97% sur notre bassin, un bon taux d'équipement, 84%, il y a encore un peu de travail, et un taux de transmission de données proche de 100% par rapport aux points qui sont équipés. Donc, voilà, des gros progrès qui ont été faits, on est à un très bon niveau. Point de déversement, alors taux de connaissance d'équipement de transmission en nette amélioration par rapport aux années précédentes, mais c'est là où il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de moyens à mettre. Voilà, sur ces points de déversement en réseau, un petit focus. Donc là, j'ai mis des graphiques sur les 4 dernières années. Et on voit qu'on a un taux de progression qui est relativement important, parce qu'il y a des efforts qui ont été faits. Donc on a financé, mais on a aussi eu toute une démarche de communication auprès de nos partenaires et auprès des collectivités pour améliorer cette connaissance. Aujourd'hui, il nous reste à peu près sur les systèmes d'assainissement de plus de 2000 habitants, on sait que c'est un seuil, il nous reste à peu près une centaine de systèmes d'assainissement sur lesquels on n'a pas de connaissance. En tout, on a 1100 systèmes d'assainissement de plus de 2000 habitants sur le bassin. Donc on a un très bon niveau de connaissance, mais encore une marge de progrès. Nombre de points équipés en augmentation. Si on regarde le taux effectivement, on a l'impression que ça stagne un peu, mais simplement, c'est le trait vert sur le graphique du bas, c'est simplement au plus on acquiert de la connaissance sur les points, au plus on découvre des points non équipés. Donc forcément, la progression en taux peut paraître faible. Par contre, en nombre de points, et ce sont les bâtonnets rouges et roses, on voit qu'on augmente quand même fortement grâce aux moyens qu'on a pu mettre, en particulier depuis quelques années. Je rappelle simplement que l'autosurveillance des systèmes d'assainissement est obligatoire depuis 1994. Voilà. Mais il y a eu un coup de boost, comme on dit, depuis 2015.
Donc si on cumule ces deux graphiques, on voit qu'on a une majorité de réseaux en règle vis-à-vis de l'autosurveillance. On est à peu près à 80% de systèmes d'assainissement qui sont en règle, ce qui fait à peu près 900 systèmes d'assainissement sur 1100. Donc c'est plutôt satisfaisant, mais il reste encore beaucoup de travail pour ces trois éléments. On estime qu'il y a environ encore entre 300 à 400 points qui ne sont pas équipés. Donc, vous voyez, il y a encore de la marge de progrès sur ces systèmes d'assainissement, même si ça a fortement progressé. Donc ça, c'est un constat qui est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter ? Les moyens pour agir, c'est quoi ? Alors, l'agence de l'eau, c'est agence financière de bassin. Bon, on attend de nous de l'argent. Bon, effectivement, on va continuer à en apporter. Simplement, un petit historique depuis les quelques dernières années. Alors, je ne suis pas remonté jusqu'à 1994, mais les taux d'aide, vous voyez, 50% au 9e programme, 70% au 10e programme, plus et une augmentation de 10%, 80% deuxième partie du 10e programme. Voilà, donc on a fait un effort là-dessus. Du coup, le montant des travaux aidés s'en est ressenti, en passant de 3 millions d'euros par an à 5 millions d'euros. Donc voilà. Là, depuis le début de l'année, on est dans le 11e programme. Donc taux d'aide, 70% encore. 70% sur 2019-2021. Le programme, c'est 6 ans. Donc on continue à aider, à apporter de l'argent pour les 3 prochaines années. Et au-delà, il est décidé aujourd'hui d'arrêter cette autosurveillance, ce financement de l'autosurveillance. Voilà, donc ça c'est une volonté. Et c'est pour ça, quand on voit un taux de 70%, c'est le taux maximum qu'on accorde dans notre programme. Tout à l'heure, on parlait d'un taux prioritaire à 50%. Ici, on est à un taux de 70%. Alors, qu'est-ce qu'on va aider ? On va aider l'autosurveillance, mais les études préalables et les travaux, donc à 70%. Donc là, pour les collectivités, il est urgent de se précipiter et de profiter de ces financements. On finance également des cellules de suivi. Alors, les cellules de suivi, elles ont pour objectif d'avoir des données de qualité. Parce qu'on peut très bien équiper, etc., faire de la transmission, mais surtout, on a besoin de données de qualité. Elles servent à beaucoup de choses, ces données, aussi bien en interne qu'en externe. Et on arrêtera ce financement à partir de la mi-programme. Donc, important de se précipiter pas de se précipiter, de faire les choses correctement en allant vite. J'ai rajouté ici aussi des opérations qu'on aide, c'est l'assistance technique et l'animation des départements. On ne peut pas faire ça tout seul. Et donc, on a signé, ou on est en cours de signature de partenariat avec nos départements. Donc, on a 26 départements qui vont avoir une signature de contrat pour nous aider à travailler sur ce sujet et sur d'autres. Mais là, on est sur l'autosurveillance. Et donc, on finance à 50% ce partenariat. Donc, voilà pour la première partie de ma présentation. Je vais passer la parole à Élodie pour prendre le relais. Merci beaucoup. Alors, Madame Brelot qui va commencer par nous préciser la signification nouvelle et exacte de ce que signifie le GRAIE, G-R-A-I-E. Il faut que je me retourne contre Google alors, parce qu'on garde l'ancienne qu'on a changé depuis 1 an. Donc oui, je dirige une association qui s'appelle le GRAIE, c'est le groupe de recherche, animation technique et information sur l'eau, qui est ancré sur la région lyonnaise et qui s'appelait Rhône-Alpes. Avant, on a gommé notre ancrage géographique, en tout cas nos limites géographiques, parce qu'on considère que ce qu'on fait peut intéresser nos voisins, notamment d'Auvergne, puisque la région a changé, mais pas que. On est une association qui rassemble 300 adhérents et qui a été créée en 1985 pour créer le lien entre les scientifiques et les professionnels dans le domaine de la gestion urbaine de l'eau.
et pour accompagner l'évolution des pratiques, l'évolution de la réglementation et l'évolution des connaissances pour aller vers une meilleure gestion de l'eau. En ce qui concerne nos réflexions autour de l'autosurveillance des systèmes d'assainissement, je vais reprendre des éléments que tu as évoqués, c'est-à-dire que l'autosurveillance des réseaux d'assainissement, aujourd'hui, c'est une obligation réglementaire instruite par un arrêté et des notes et commentaires techniques dans un objectif de préservation de la qualité des milieux naturels avec un objectif fixé. Quand je parle de réflexion, je pense que c'est aussi un choix de la collectivité par rapport aux objectifs retenus et visés qui peuvent aller au-delà des objectifs réglementaires, que ce soit en termes de connaissance de son système d'assainissement ou de préservation de certains milieux récepteurs particulièrement sensibles ou avec des objectifs locaux particuliers. La question de l'autosurveillance des réseaux d'assainissement, c'est beaucoup une question de pratique, de technicité pour l'acquisition, la capitalisation et l'exploitation des données que l'on va obtenir dans le suivi de nos systèmes d'assainissement. Et ce qui nous a semblé intéressant au niveau du GRES, puisqu'on a commencé cette réflexion en 2002, je révise parce que ça fait tellement loin que depuis 2002, c'est surtout d'essayer d'en faire un vrai outil. C'est-à-dire, c'est un investissement très important de la collectivité en termes de moyens techniques et de moyens humains. Il faut absolument en faire un véritable outil pour la collectivité et pour son système d'assainissement pour qu'il soit motivé pour le faire, au-delà de l'obligation réglementaire et des soutiens financiers qui ne vont durer qu'un temps, puisque c'est bien de la responsabilité des collectivités de le faire. Donc, l'essentiel de notre réflexion a été comment faire de cette autosurveillance un outil pertinent pour les collectivités, pour améliorer la connaissance de leur système d'assainissement, pour participer à avoir une bonne connaissance de l'état de leur réseau et prioriser leurs travaux, donc une notion de gestion patrimoniale, et puis enfin pour s'organiser tant sur la collecte des données que leur exploitation au niveau de l'autosurveillance. Donc ça passe aussi par des problématiques, des questionnements sur la métrologie, qui est quand même le nerf de la guerre en l'occurrence. On peut toujours sortir une information. Qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce qu'elle est valable? Ça, c'est une deuxième question et il ne faut pas oublier de se la poser. Et ce n'est pas le plus facile. Donc des questions de connaissance, d'innovation, d'évolution des technologies pour pouvoir avoir une bonne connaissance du réseau et acquérir cette connaissance de manière efficace en métrologie, mais aussi on le voit de plus en plus avec l'utilisation d'outils de modélisation, l'exploitation au mieux des SIG et des outils de géomatique. Donc voilà, tout ça nous amène à avoir une vision intégrée du système d'assainissement dans ses différentes dimensions fonctionnelles et structurelles pour aller vers un diagnostic permanent du système d'assainissement. Alors on parle beaucoup de diagnostic permanent maintenant parce qu'il a pris une dimension réglementaire. Mais ce qui est important, je pense, quand on met en place l'autosurveillance, c'est vraiment donner du sens à cette action parce que ça coûte cher, ça coûte du temps, ça demande des précautions et il faut vraiment y aller avec une vraie motivation. Donc, on a beaucoup parlé des règles, des accompagnements et de la réglementation, mais ce qui est important, c'est le retour d'expérience des collectivités qui me semble être un des outils importants pour faire évoluer les choses. Donc en fait, depuis 2002, on a mis en place une réflexion au sein du GRES où on rassemble notamment des agents des collectivités, leurs prestataires, bureaux d'études et gestionnaires, et les représentants des agences de l'eau, RMC, Loire-Bretagne, pour échanger sur nos pratiques d'autosurveillance et essayer de mettre en commun des outils, des informations qui permettent aux autres d'avancer. Donc on a un groupe de travail qui fonctionne donc depuis 2002, donc ça ne nous rajeunit pas, mais on a à peu près 25 participants à chaque réunion, on les réunit 4-5 fois par an. Et puis on a depuis maintenant 2 ans un sous-groupe qui se réunit lui aussi 4-5 fois par an sur la question de la modélisation. On a un site internet où on met toutes les productions à disposition. On a une journée d'échange annuelle, généralement premier jeudi d'avril. Et donc en 2020, ce sera le 9 avril sur la région lyonnaise. On a développé depuis, en partenariat avec l'INSA de Lyon, des formations très techniques sur l'instrumentation des déversoirs d'orage,
la validation, la validation des données. Et puis, fort de ce collectif de collectivités, bureaux d'études et également scientifiques, on essaye de participer aux groupes de travail qui sont portés par le ministère pour faire évoluer la réglementation ou apporter en tout cas un retour d'expérience terrain pour avoir une réglementation applicable par les collectivités. Donc, cette animation, depuis de nombreuses années, a fort heureusement été assez productive d'un certain nombre de documents qui sont mis à votre disposition et qui, selon nous, peuvent vous aider à mettre en œuvre l'autosurveillance réseau. En commençant par une méthodologie d'aide à la définition des objectifs pour la collectivité qui intègre les objectifs réglementaires mais qui intègre aussi potentiellement des objectifs locaux et plus spécifiques au territoire. On a aussi un organigramme, logigramme qui intègre les interactions avec l'agence de l'eau, que ce soit l'Or Bretagne ou RMC, même si les procédures ne sont pas 100% identiques, on a bien pris les deux. On a aussi beaucoup travaillé sur des cahiers des charges. Alors, on déteste l'idée d'un CCTP type que vous cherchez tous. Moi, je le proscris, c'est interdit, un CCTP type, parce qu'on est sûr de mettre quelque chose de bien pour le voisin, mais pas forcément bien pour nous. Donc, nous, on fait des cahiers des charges commentés, puis on les bidouille pour que vous ne puissiez pas faire un copier-coller sans réfléchir. Donc, on a des CCTP commentés. Et puis, on a beaucoup travaillé avec ce collectif sur établir des fiches techniques et des fiches méthodologiques. Des fiches méthodologiques sur l'autosurveillance et les fiches techniques sont beaucoup sur la métrologie. Comment je mesure un débit, comment j'évalue un débit, avec les notions d'incertitude auxquelles on est particulièrement sensible parce qu'on est un peu marqué par les travaux des scientifiques. Et cette notion de validation de la donnée et de caractérisation de son incertitude nous semble un élément important, d'autant plus quand ces données ont une valeur réglementaire. Donc vous avez tous ces éléments qui sont à disposition sur le site internet et qui sont, à mon avis, des outils de référence. Donc on a l'appui des agences de l'eau pour le faire, donc ça nous donne peut-être aussi une certaine légitimité dans ce qu'on produit. Et donc ça fait des documents de référence qui sont de bons outils. On a fait un travail spécifique sur la notion de traçage, qui est une méthode pour caler et valider les mesures de débit avec d'autres méthodologies et qui sont peu déployées, mais qui nous semblent un outil intéressant, là aussi pour avoir des données qui sont valides. Et donc, on a développé carrément un kit avec des films et des formations. Je ferai un petit focus... Je ferai un petit focus assez rapide sur la modélisation. S'il paraît dans un premier temps facile de mesurer, il est quand même difficile d'avoir des mesures représentatives. Et les modèles sont des outils extrêmement pertinents pour compléter la mesure, même s'il faut de la mesure pour mettre en place le modèle, pour avoir une vision du fonctionnement d'ensemble du bassin versant ou du système d'assainissement, ou pour caractériser les rejets d'un certain nombre de déversoirs d'orage qui sont soit impossibles à mesurer, soit trop nombreux à mesurer. Donc il y a eu tout un travail, il avance tout seul, de la part du groupe de travail, collectivité, bureau d'études et scientifiques, pour établir un guide d'aide à la conception et à l'évaluation ou auto-évaluation des modèles pour l'autosurveillance des réseaux et systèmes d'assainissement. Donc, qu'est-ce que ça signifie que modéliser le fonctionnement du système? Quelles sont les données à acquérir et nécessaires pour alimenter le modèle? Comment bâtir et faire vivre le modèle au-delà de l'étude de lancement? Parce que souvent, les modèles, ils dorment quand même dans un placard ou sur une clé USB maintenant, peut-être. À quoi il peut servir dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire? Et puis, quelles sont les bonnes pratiques? Et en lançant ce travail, donc le petit document est disponible. Le groupe a continué à réfléchir sur quels sont les critères et indicateurs d'auto-évaluation des modèles, là aussi pour que la sortie du modèle ait du sens et qu'on s'en assure. Donc ils ont travaillé avec les scientifiques sur les indicateurs généraux, des indicateurs normalisés et des choses qui peuvent être même simplement très visuelles, mais qui aident le maître d'ouvrage du modèle à vérifier les résultats que le modèle apporte.
Voilà, donc des travaux assez pointus au sein du groupe de travail, des temps d'échange par contre plus ouverts dans le cadre des conférences et des publications qui sont mises à la disposition de tous. On a à peu près 25 participants réguliers qui doivent représenter une quinzaine de collectivités je dirais, de Auvergne-Rhône-Alpes et qui travaillent ensemble dans cette direction-là. Donc je les remercie parce que nous, on ne fait qu'animer ça, c'est bien eux qui produisent. On remercie nos financeurs. Et puis, je vous remercie de votre attention. Alors, n'hésitez pas, à nous rejoindre et 2, à vous informer sur le site. Et je te repasse la parole pour le terrain. Oui, pour conclure sur notre conférence, oui, l'appui méthodologique et technique, on en apporte aussi. Et notamment, vous voyez, il est marqué l'appui de l'agence pour l'investissement, donc on aide financièrement, mais également pour le suivi. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'une fois que l'investissement a été fait, il faut que dans la durée, les données qui nous sont fournies soient toujours fiables. Donc, voilà, j'insiste aussi sur le suivi et le contrôle des dispositifs. Donc, des documents support pour aider. Donc, un guide d'autosurveillance qu'on a publié en 2015, donc juste au moment de la parution de l'arrêté. Donc voilà, ce document-là, on a prévu de le mettre à jour l'année prochaine, parce que les choses évoluent, au fil du retour d'expérience aussi. Donc voilà, guide d'autosurveillance. Aussi, quand on a des demandes de financement, on demande à ce qu'il y ait un mémoire technique qui soit décrit pour être sûr que ce qui va être mis en place sera contrôlé positivement après, dans les années qui suivent. Donc on insiste là-dessus, sur ce modèle de mémoire technique. Des grilles métrologiques pour la conception et le contrôle, donc contrôle initial au moment des travaux, mais également contrôle périodique dans les années suivantes. Ce qu'on a commencé à faire cette année aussi, c'est des tutos pour le contrôle, donc c'est en cours de construction, mais quand on est devant un dispositif tel qu'une sonde, comment on fait pour la contrôler ? Des fois, on nous demande, on ne sait pas trop comment on peut faire. Donc, on va commencer à proposer des tutos. Il y en a certains qui ont été présentés il n'y a pas longtemps, jeudi dernier, déjà lors d'une réunion de réseau d'échange. Des réseaux d'échange qu'on met en place également. Donc, voilà, ça fait la transition, faire des lieux d'échange avec nos partenaires, notamment l'animation ou participation à du groupe de travail. Donc, effectivement, on participe à certains groupes de travail du GRE, l'ARSATES, avec les départements. Voilà, ça c'est essentiel. Des journées techniques. Donc, notre prochaine journée technique aura lieu le 28 novembre de cette année avec les services de police de l'eau, partenaires, les départements et les collectivités. Et également un réseau d'échange sur les territoires avec les collectivités pour que les collectivités se parlent. Elles le font déjà par d'autres biais, mais c'est toujours très positif. Notre dernière réunion de réseau d'échange a eu lieu jeudi dernier sur nos 5 sites et ça a réuni pas mal de personnes et les retours sont très positifs. Effectivement, il y a besoin de ce réseau d'échange pour que les collectivités puissent trouver ensemble des solutions à leur questionnement. Voilà, je vais terminer simplement en faisant un tout petit focus sur Vichy Agglo, parce qu'on est quand même sur Vichy. Donc Vichy Agglo, 21 systèmes d'assainissement, un gros système d'assainissement qui s'appelle Vichy Rue, la station Vichy Rue, 108 000 équivalents habitants, un réseau de collecte qui est relativement important avec 430 km de réseau, dont 46 km en unitaire, donc une petite partie en unitaire, et 9 points de déversement à suivre. Niveau connaissance, équipement et transmission des données, on a ce qu'il faut. Il faut le maintenir, c'est très bien. Des déversoirs de système de collecte, 59 jours de déversement dans l'année, tous déversoirs confondus. Un déversoir en tête de station d'épuration, 92 jours de déversement en 2018. Et un rendement hydraulique de 94%, donc 94% de ce qui est collecté et reçu par la station d'épuration. Donc on est plutôt bien. Et l'origine des rejets au milieu,
ça fait référence un petit peu au graphique que j'ai fourni tout à l'heure avec les différents points de rejet. Donc il y a 70% des rejets qui viennent de la sortie de station d'épuration, donc épurés, et 30% des rejets qui sont des déversements directs. Donc voilà pour ce petit focus très rapide sur Vichy, pour illustrer un petit peu les démarches qui ont pu être faites sur une collectivité relativement importante. Donc voilà pour terminer. Merci Monsieur Lefebvre. On vous applaudit. Merci de les remercier ensemble à travers vos applaudissements. Madame Brelot, Monsieur Lefebvre, qui sont encore à votre disposition quelques minutes pour répondre à vos questions. Merci Monsieur Lefebvre pour cette dernière illustration localo-locale. Il y a peut-être un certain nombre de personnes concernées ici dans la salle. Je me tourne vers vous pour vous proposer un micro pour vous permettre de poser des questions à nos intervenants. Si vous le souhaitez, si vous avez des questions qui soient d'ordre réglementaire, technique, j'imagine que l'un ou l'autre pourra y répondre. Y a-t-il des questions à l'attention de nos intervenants? Pas de questions pour le moment. Il n'y a aucun caractère obligatoire à cette séquence. Juste une question quand même, Monsieur Lefebvre, peut-être pour compléter un petit peu votre intervention. Il y a un certain nombre de données qui sont produites à travers ces réseaux d'autosurveillance. Et ce sont des données qui sont la plupart du temps maintenant exploitées par l'agence, qui sont collectées par l'agence. Et la question que je me pose, c'est de savoir si ces données sont disponibles pour d'autres acteurs, notamment les collectivités elles-mêmes ou les maîtres d'ouvrage. Que deviennent ces données et à qui sont-elles destinées en quelque sorte? Oui, alors effectivement, nous, on reçoit ces données-là au départ pour répondre à une obligation réglementaire. Hein. Donc il y a l'utilisation police de l'eau, bon, ça c'est déjà une chose, qui permet de délivrer des conformités. Premier point. Deuxième point, des utilisations internes. On l'a vu sur les systèmes d'assainissement prioritaire, état des lieux. Donc ça, c'est important pour nous parce que ça nous permet de définir nos programmes d'action. Donc ça, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi en interne, c'est qu'on utilise ces données-là pour les calculs de certaines redevances et notamment des industriels raccordés au système d'assainissement des collectivités. Et ça peut être très pénalisant si on se retrouve face à une non-conformité, notamment une non-conformité réseau. Et après, il y a toutes les utilisations que les collectivités peuvent en faire. Alors, nous, on reçoit ces données. Ces données ne sont pas notre propriété, hein, et sont propriété des collectivités. Et les collectivités utilisent ces données pour leurs propres besoins. Et ça, c'est plutôt très satisfaisant. Par exemple, pour définir des programmes de travaux, hein, quand on sait... quand on a mesuré tous les déversements, on peut agir à savoir quels sont les secteurs prioritaires, hein, pour aller travailler sur justement un secteur sur lequel on va mettre en place des travaux et notamment de déconnexion des eaux pluviales, hein, parce qu'on parle de rejetants de pluie beaucoup. Donc il y a ça. D'autres s'en servent pour alimenter leur diagnostic permanent. Diagnostic permanent, Élodie en a parlé tout à l'heure, c'est une obligation réglementaire pour les plus grosses collectivités. Mais voilà, il y a toutes ces actions-là. Et ça peut même aller par des utilisations en tant que station d'alerte pour protéger le milieu. Hein, donc on a déjà eu des retours d'expérience là-dessus, où effectivement ces points de déversement pouvaient être utilisés pour ça. Et on peut aussi utiliser ces points de déversement, s'ils sont bien positionnés, pour gérer le réseau. Donc pour intervenir, et notamment quand il y a des risques de débordement, avant qu'il y ait ces débordements effectifs. Donc voilà, il y a beaucoup d'utilisation et on essaie d'inciter les collectivités de voir aussi ce côté-là. Hein, et ça, ce sont des données qui sont essentielles pour la gestion des systèmes d'assainissement par les collectivités. Merci pour cette précision, Monsieur Lefebvre. Toujours pas de questions, de demandes de précision. À croire que nos présentateurs ont été suffisamment exhaustifs sur le sujet, mais du coup, il nous reste quelques minutes pour compléter, si vous le souhaitez, Madame Brelot. C'est même quelques secondes. Vous dire que je vous ai projeté les productions. J'ai ici le recueil des publications faites sur le sujet. Vous verrez qu'il y a des entrées très techniques. Et vous signalez qu'en novembre, il y a eu 2 formations sur l'autosurveillance, sur l'étalonnage des capteurs et sur l'instrumentation des déversoirs d'orage. Donc des choses très très pratiques de formation d'une journée. Parce que je pense qu'il y a une vraie technicité, d'où l'intérêt aussi de voir se développer les réseaux d'échange en local. Il y a besoin d'échanger techniquement entre les maîtres d'ouvrage sur ces sujets-là. Voilà.
Merci pour cette information complémentaire. Je vous propose une dernière fois d'applaudir encore nos intervenants qui ont bien voulu s'exprimer devant vous avec beaucoup de concision malgré l'étendue des sujets. Merci à vous pour votre présence. Je vous rappelle que d'autres conférences thématiques se tiendront cet après-midi. Pour commencer, à 14 h, la gestion quantitative de la ressource en eau. À 15 h, l'assainissement non collectif, la qualité de l'assainissement non collectif avec la mobilisation de toutes les parties prenantes pour ce faire. Et enfin, une table ronde qui aura lieu à 16 h, consacrée au financement de la politique de l'eau avec un certain nombre d'élus de collectivités et d'acteurs qui pourront vous répondre, notamment le président et le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Bonne fin de journée à tous pour ceux qui devraient nous quitter, sinon à tout à l'heure pour ceux qui souhaitent nous rejoindre.